Bonjour, je suis Jérémy Bénard, je suis docteur en informatique et j'ai 9 ans d'expérience en recherche et développement en intelligence artificielle. Cette vidéo est un enregistrement d'une conférence intitulée L'intelligence artificielle, usage et enjeux modernes que j'ai donnée lors du salon NXSE en décembre 2022. Pour bien comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, on va faire une petite mise en situation. Alors, imaginons quelqu'un qui est chef d'entreprise et lui, une de ses priorités, c'est d'assurer la satisfaction et la rétention de ses clients. Pour l'instant, il a une démarche qu'on pourrait qualifier d'artisanale et il va parler régulièrement avec ses employés et avec quelques clients et ça lui permet de prendre un peu la température. Mais aujourd'hui, cette façon de faire ne lui convient plus parce que ça lui prend trop de temps et qu'il n'a aucune idée de l'efficacité de sa méthode. Mais il a un plan. Il se trouve qu'il a déjà un logiciel de gestion pour son entreprise. Donc il a déjà des données sur ses clients, ses ventes, ses produits, etc. Et du coup, il se dit qu'il pourrait utiliser une IA pour estimer la satisfaction et le taux de rétention de ses clients. Alors là, c'est parti. Il embauche un spécialiste du domaine, quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, et il lui demande d'intégrer une IA dans son logiciel de gestion, de sorte qu'elle puisse analyser les données et trouver de l'or. Bon, ici, on doit se poser une première question assez importante. Pourquoi utiliser de l'IA? Est-ce qu'on n'aurait pas pu embaucher un développeur classique? Finalement, c'est quoi la différence entre l'IA et un logiciel standard? Eh bien, un logiciel, c'est un modèle virtuel de la réalité. Par exemple, à une époque, quand on voulait envoyer des informations à un collègue, on devait prendre une feuille de papier, un stylo, écrire l'information, se déplacer jusqu'au bureau du collègue et espérer qu'il verrait le message à un moment. On peut modéliser cette situation avec un logiciel. Le papier et le stylo sont remplacés par un formulaire et pour envoyer l'information, il suffit de cliquer sur un bouton comme envoyer ou transmettre et le collègue peut ensuite voir l'information en question non pas sur son bureau, mais directement sur son propre espace virtuel. Donc finalement, un logiciel, c'est une représentation virtuelle de la façon dont les choses se passent dans une organisation. On peut y trouver par exemple la charte graphique, qui n'est finalement que l'identité visuelle de l'entreprise, ou encore les actions disponibles pour les utilisateurs en fonction de leur rôle. Parce que quand on est chef d'entreprise, ouvrier ou cadre, on n'a pas tout à fait le même travail, et donc c'est normal que dans un logiciel qui modélise la façon dont l'entreprise fonctionne, chacun de ces rôles ait accès à des actions différentes au sein de son propre espace virtuel. Concernant l'intelligence artificielle, la situation est beaucoup plus floue, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on peut parler de deux choses différentes. Historiquement, l'intelligence artificielle, c'était un objectif à atteindre. L'objectif était de créer un être artificiel qui soit autonome par rapport aux humains, qui soit capable d'apprendre par lui-même, qui soit éventuellement sentient, c'est-à-dire conscient de lui-même, et toutes sortes d'autres choses. Pour arriver à ces objectifs, on a créé tout un tas d'outils, de méthodes, de techniques qui sont aujourd'hui également appelées intelligence artificielle. Parmi ces techniques, on peut citer par exemple les réseaux de neurones, les arbres de décision ou encore les raisonneurs, et chacune de ces techniques a été créée pour résoudre des problèmes spécifiques. Par exemple, trouver le chemin le plus court entre deux points, identifier des groupes dans des données, ou encore rendre un processus plus générique. Pour résumer, un logiciel, c'est un modèle virtuel de la réalité qui résout un problème relativement générique, celui de modéliser une situation. D'un autre côté, l'intelligence artificielle, c'est soit un objectif, soit un ensemble de techniques qui ont été conçues pour résoudre des problèmes spécifiques. À partir de maintenant, quand je parlerai d'IA, je parlerai uniquement d'IA en tant qu'ensemble de techniques, tout simplement parce que c'est plutôt ça ma spécialité. L'IA, on peut dire que, grosso modo, c'est tout ce qui est plus complexe que de l'affichage de données sous différents formats,
comme des formulaires ou des graphes ou des agendas. Maintenant, le fait que ces techniques aient été conçues pour résoudre des problèmes spécifiques, ça a tout un tas de conséquences. Imaginons par exemple que vous vouliez trouver de l'or. Vous achetez une pelle, vous embauchez un gars qui est fort pour creuser, et vous lui demandez de creuser un trou, là, devant vous, parce que pourquoi pas, faut bien commencer quelque part. Vos chances de trouver de l'or sont quand même assez faibles. Parce que oui, quand on veut trouver de l'or, la première chose à faire, c'est de trouver le filon. Et puis ensuite, il faut savoir comment on va l'extraire et le traiter. Parce que le minerai d'or à l'état brut, ça n'a pas forcément beaucoup de valeur. Eh bien, avec l'IA, c'est un peu la même chose. En fait, pour être utile, un projet qui implique de l'IA doit s'inscrire dans une stratégie d'entreprise. Et il faut aussi être capable de planifier le développement du projet, c'est-à-dire d'identifier des étapes entre l'état initial et l'état final qui vont permettre de vérifier si le projet va dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction qui satisfait les objectifs stratégiques. Si on ne respecte pas ces contraintes, on fait un développement qui est spéculatif, et ça, c'est risqué. Imaginons par exemple, dans le cas de notre chef d'entreprise qui veut améliorer la satisfaction de ses clients, on lui donne une IA qui prédit que toutes les semaines de novembre, il y a une augmentation de la fréquentation. Bon, c'est une information qui est intéressante, mais qui en soi n'est pas immédiatement utile. En fait, pour déterminer si l'information est utile ou pas, il va falloir investir du temps et de l'argent. Seulement voilà, cet investissement-là, il est particulièrement risqué, d'une part parce que l'intérêt du résultat est incertain. Par exemple, on peut imaginer que les clients autour du magasin ont simplement l'habitude de faire leurs courses de Noël fin novembre, et à ce moment-là, ça nous fait une belle jambe, quoi. Et d'autre part, parce que même si le résultat est intéressant, il peut être simplement en dehors des priorités actuelles de l'entreprise. Et donc, il peut ne pas être exploitable. Si vous avez un service client qui est horrible et qu'à cause de ça, vous perdez environ 200 clients tous les ans, c'est là-dessus que vous devez travailler, et pas sur la compréhension des raisons qui font que 50 personnes de plus qu'attendu visitent le magasin la dernière semaine de novembre. Tout ça nous amène à la façon dont, d'après moi, un projet incluant de l'IA devrait se dérouler. Avant de commencer le développement d'un projet IA, il faut mettre 3 points au clair. En premier, les objectifs stratégiques de l'entreprise. Ensuite, la façon dont on va adapter les processus existants pour y intégrer de l'IA. Et finalement, les problèmes spécifiques que l'IA devra résoudre. Concernant les objectifs stratégiques, la première chose à faire est évidemment de les identifier. Ensuite, il faut clarifier ce qu'on attend comme évolution sur ces objectifs grâce au projet d'IA. Dans notre exemple directeur, celui du chef d'entreprise qui veut améliorer la satisfaction et la rétention de ses clients, on pourrait se dire que l'objectif stratégique, c'est tout simplement d'assurer la satisfaction et la rétention des clients. Et l'évolution attendue, ma foi, c'est d'améliorer la satisfaction et la rétention des clients. Mais ici, il y a un problème. Le terme améliorer est flou. En fait, il y a plusieurs façons différentes d'améliorer quelque chose. Par exemple, on peut automatiser, c'est-à-dire améliorer le processus en le rendant entièrement indépendant de toute intervention humaine, ce qui permettrait en l'occurrence de libérer du temps pour le chef d'entreprise. Mais on peut aussi améliorer les estimations de satisfaction et de rétention client. Donc ici, on ne sait pas si on veut améliorer en découvrant de nouvelles choses, donc en trouvant de l'or dans les données, ou si on veut automatiser un processus qui jusque-là était fait à la main. La distinction est très importante parce que les spécialisations sont différentes. On ne recrute pas le même expert pour la découverte et pour l'automatisation. Ensuite, il manque une référence à la mesure de l'amélioration, parce que c'est la mesure de l'amélioration qui permet de savoir si le projet va dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction où les objectifs stratégiques de l'entreprise sont peu à peu satisfaits. Évidemment, il faut absolument que la mesure de l'amélioration soit cohérente avec les objectifs stratégiques. C'est une évidence, et pourtant c'est parfois délicat.
J'ai une anecdote à ce sujet. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait d'un projet, il faut le dire, assez ambitieux de transport en commun. L'objectif, c'était de désenclaver une région. Et cette personne, elle m'a dit, ce projet, ça représente plus de 2000 passagers par an quand même. Et il était tout fier de m'annoncer ça. Mais moi, j'étais très dubitatif, parce que sa mesure de l'amélioration est vraiment inadaptée. Déjà parce qu'elle est floue. Un passager, ce n'est pas forcément une personne unique. Du coup, il pourrait y avoir une seule et même personne qui emprunte le machin tous les jours, plusieurs fois. Et en plus, un passager, ça peut être un riverain, mais ça peut aussi être un touriste. Et autant aider les riverains, ça fait partie de l'objectif stratégique du projet, mais autant aider les touristes, pas du tout. Donc non seulement la mesure est floue, mais en plus elle est complètement à côté. Un nombre de passagers par an ou par jour, ça a du sens quand on veut réduire les embouteillages, par exemple. Mais là, c'est pas du tout le cas. Et du coup, ça peut même donner l'impression que le projet est un échec, parce que 2000 passagers par an, c'est pas énorme, hein. C'est entre 5 et 6 passagers par jour. Donc, on a vraiment une mesure qui tape complètement à côté. Quand on veut permettre à des gens qui vivent loin de tout et qui n'ont pas de voiture de se déplacer pour leurs rendez-vous médicaux ou leurs rendez-vous administratifs, donc potentiellement à n'importe quelle heure et sans aucune régularité, ben, normalement, on n'est pas intéressé par la quantité de passagers, mais plutôt par la satisfaction des riverains. Maintenant, on pourrait penser qu'une fois que les touristes sont écartés de la mesure, la satisfaction des riverains elle est corrélée au nombre de passages. Mais même là, c'est pas si clair que ça. Par exemple, peut-être que les riverains trouvent que le moyen de transport en question est très pratique pour des déplacements prévisibles, comme par exemple aller voir leur famille pour Noël ou pour leurs anniversaires, mais pas du tout pratique pour le reste, comme par exemple les rendez-vous médicaux. Tout ça pour dire que une bonne mesure de l'amélioration n'est pas toujours triviale, mais elle est toujours importante. Et parce que c'est aussi la mesure de l'amélioration qui va permettre d'évaluer la rentabilité du projet. Imaginez par exemple qu'après un an de développement, vous vous rendiez compte que vous avez fait la majorité des progrès pendant les 6 premiers mois, et que depuis 6 mois, les progrès de votre IA sont très marginaux. Eh bien, grâce à la mesure de l'amélioration, vous pouvez prendre de bonnes décisions. Par exemple, vous pouvez savoir si votre projet a déjà contribué de façon satisfaisante à vos objectifs, et donc s'il peut être stoppé parce qu'en fait il est déjà utile et que les développements qui suivront n'auront peut-être qu'un faible retour sur investissement. Concernant l'intégration de l'IA dans les processus, toujours en vue d'atteindre les objectifs stratégiques, il faut se demander quels sont les processus à adapter, mais aussi comment on va les adapter. Si on prend notre exemple directeur, on pourrait avoir une adaptation de ce genre. Ici, on a le logiciel de gestion. On pourrait avoir une IA qui analyserait les données du logiciel pour identifier les segments de clients. Et puis une autre IA qui récupérerait les données des segments et les données du logiciel pour les analyser et les résultats obtenus seront transmis vers un tableau de bord sous forme d'indices de satisfaction et de rétention de clients en fonction des segments. Bon alors, ici, on est parti directement sur une solution technique assez complexe. Et c'est une erreur. À ce stade, même si on est en train de réfléchir sur nos processus et sur la façon dont on peut les adapter, il faut garder en tête que ce qu'on veut réellement in fine, ce n'est pas intégrer une IA dans nos processus, c'est atteindre les objectifs stratégiques. Et donc, il vaut mieux d'abord réfléchir à toutes les alternatives dont on dispose et qui permettent de s'en rapprocher, et à la façon dont ces alternatives peuvent se compléter. Par exemple, placer un bouton à la sortie du magasin pour que les clients puissent indiquer s'ils sont satisfaits, c'est une solution beaucoup plus économique et rapide à mettre en œuvre que l'exemple d'adaptation que je viens de vous présenter. En plus, peut-être que ces données, c'est-à-dire les témoignages des clients, pourront être très utiles pour une IA d'analyse de données. Donc ici, on a au minimum deux adaptations de processus qui semblent être assez complémentaires et qui en plus peuvent être développées de façon complètement indépendante. On n'a pas besoin des témoignages clients pour créer une IA d'analyse de données et on n'a pas forcément besoin d'une IA d'analyse de données pour mettre un bouton à la sortie d'un magasin. Donc à ce stade, pendant la réflexion sur l'intégration, on doit réfléchir à toutes les alternatives possibles
pour voir lesquelles semblent les plus intéressantes et donc lesquelles on va choisir d'implémenter. Et on va aussi essayer de voir comment ces différentes alternatives peuvent se compléter, de sorte qu'on puisse planifier leur développement. Une fois que l'intégration de l'IA au processus existant a bien été cernée, c'est-à-dire une fois qu'on sait exactement où on va intégrer l'IA et qu'on sait pourquoi on le fait, on peut commencer à réfléchir aux problèmes concrets qu'on va demander à l'IA de résoudre, et donc aussi aux techniques particulières qu'on va devoir utiliser pour les résoudre. Dans notre exemple phare, on pourrait se dire que le problème à résoudre, c'est l'analyse des données des ventes et des clients via des statistiques sur les 3 années précédentes, et pour tout ça, on peut envisager plusieurs techniques, et finalement c'est le spécialiste en IA qui s'occupera de savoir lesquelles. Alors ici, c'est vrai que le boulot du spécialiste en IA, c'est de trouver les meilleures techniques. Par contre, quand on fait de l'analyse de données, même les techniques de pointe donnent des résultats qui dépendent des données. Donc avant même de développer quoi que ce soit, la première chose que fera le spécialiste, c'est d'inspecter les données à la main. Il va par exemple vérifier si les données sont complètes ou s'il y a des trous. Parce que s'il vous manque une adresse sur trois, certaines techniques fonctionneront mieux que d'autres. Il va aussi vérifier à quel point les données sont utilisables. Typiquement, si vous avez 10 façons différentes d'écrire Sainte Clotilde dans votre base de données, il va peut-être falloir corriger ça avant toute chose. Et puis, le spécialiste va aussi vérifier que les données que vous lui fournissez sont suffisantes pour faire les analyses que vous lui demandez. Par exemple, si vous n'avez que des données sur des prix, vous ne pourrez pas avoir de prédiction sur la satisfaction de vos clients. Tout ça pour dire que dans le développement d'une IA, la plupart du temps, il faut d'abord travailler sur les données et seulement ensuite développer l'outil. Et bon, tout ça, c'est vrai que c'est le travail du spécialiste, mais le spécialiste en IA n'est pas un spécialiste de vos données. Il y a donc de fortes chances pour qu'il ait besoin de temps pour les comprendre. En fait, il peut même aussi avoir besoin d'aide pour les comprendre et pouvoir travailler avec. Par exemple, si les données de vos clients sont éparpillées dans 50 fichiers Excel différents maintenus par 30 personnes différentes, au minimum, il va falloir présenter l'expert à ces 30 personnes et leur demander de collaborer avec lui. Les problèmes que rencontre l'expert pour travailler avec les données ne sont pas toujours techniques. Et c'est au chef d'entreprise, ou en tout cas à celui qui est responsable du projet, de faire en sorte que le spécialiste et ses collaborateurs de fortune puissent travailler sereinement. Pour terminer, je pense que tous ces éléments devraient être décrits dans un document de suivi de projet. Ce document permet de comprendre les choix qui ont été faits à chaque étape, les possibilités envisagées à chaque étape, et donc aussi de comprendre quand est-ce que ces choix ne sont plus intéressants. Par exemple, si on commence le développement d'une IA quand on a 500 clients, on peut faire des choix qui, 10 ans après, quand on en a 50 000, ne sont plus pertinents. Avec 500 clients, on a pu choisir une technique d'analyse qui donne de bons résultats quand il y a peu de données, mais 50 000 clients, avec les 50 000 clients, la quantité de données a explosé. Et si le choix initial n'est pas expliqué, il y a peu de chances qu'il soit compris, en particulier si les développeurs qui étaient là il y a 10 ans ont quitté l'entreprise. Et moi, dans tout ça, me direz-vous, qu'est-ce que je fais exactement? Eh bien moi, j'ai un projet de création d'entreprise avec comme idéal de créer un monde dans lequel les données sont toujours cohérentes et où leur utilisation est toujours simple et logique au regard du métier. Alors il paraît que quand je dis ça, c'est beaucoup trop difficile à comprendre. Alors disons plutôt que je cherche à permettre de coordonner tous les logiciels d'un parc informatique en travaillant sur des concepts plutôt que sur des données. Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, faisons une métaphore. Vous avez des meubles, des chaises, des tables, des canapés, etc. Et vous avez des pièces, avec des tailles et des formes différentes. Et vous devez aménager les pièces. Vous avez deux possibilités. La première, vous déplacez les meubles à la main dans chaque pièce jusqu'à avoir une configuration qui vous convient. Ou alors, vous décrivez les caractéristiques des meubles et des pièces. Par exemple, vous allez décrire la taille des meubles et la configuration des pièces, les emplacements de fenêtres, des portes et leurs caractéristiques. Et une fois que vous avez tout décrit, vous confiez le travail à une IA. Et cette IA va analyser les descriptions pour trouver les meilleurs emplacements pour vos meubles à votre place.
Par exemple, elle va comprendre que tel fauteuil ne doit pas être placé à côté d'un évier parce qu'il est conçu avec telle ou telle matière qui ne supporte pas l'eau. Et donc, on a une contrainte quand le salon n'est pas séparé de la cuisine. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Pas pour des meubles et des pièces, mais pour des données et les structures qui les portent. Si on reprend la métaphore, les pièces, ce sont les structures de données. Par exemple, les fichiers, les bases de données, les API. Les meubles, ce sont les données. Par exemple, les adresses, les noms, les numéros de téléphone, etc. Et les descriptions des meubles, ce sont les descriptions des données et les descriptions des pièces, ce sont les descriptions des structures de données. Ces descriptions permettent de créer des ponts entre les concepts et les données. Plus précisément, mais sans rentrer dans les détails techniques, les descriptions permettent à Yurdon de comprendre comment les situations, donc les concepts, sont modélisés dans les logiciels. Parce qu'un logiciel, souvenons-nous, ce n'est qu'un modèle virtuel de la réalité. Et donc, grâce aux descriptions, avec Yurdon, on peut déplacer les données dans différentes structures en respectant les contraintes de ces structures, exactement comme une IA déplacerait des meubles dans différentes pièces en respectant les contraintes de ces pièces. Alors, c'est bien beau, mais concrètement, à quoi est-ce que ça peut servir? Eh bien, ça peut servir à beaucoup de choses. Par exemple, ça peut servir à unifier un parc informatique. Imaginez que vous ayez une entreprise avec un parc informatique conséquent et vous avez absolument besoin d'avoir toutes les adresses de vos employés. Au niveau métier, c'est très simple. Il y a des employés, les employés ont des adresses, on récupère leurs adresses et c'est fini. Mais si vous demandez à l'un de vos informaticiens d'implémenter cette fonctionnalité révolutionnaire, il vous répond: Oh, ça va prendre au moins une semaine. Et là, il y a un grand silence, parce que pour vous, ce délai est incompréhensible. En fait, récupérer des données sur l'ensemble d'un système d'information au niveau technique, ça peut rapidement être assez compliqué. Par exemple, on peut avoir des données dans une base de données ici, mais aussi dans un fichier Excel par là. Et puis peut-être aussi que les données du fichier Excel sont incomplètes et que pour avoir des données complètes, il faut faire des croisements avec des données XML qui sont gérées par un énième logiciel. Et puis, en plus, la plupart des développeurs actuels ne savent peut-être même pas où chercher les données en question. Avec Yurdon, tout ce travail est fait automatiquement. Pour implémenter la fonctionnalité, il suffit d'écrire une requête pour l'une des bases de données et de demander à Yurdon de traduire cette requête. Yurdon retourne alors toutes les requêtes qu'il faut envoyer, avec en plus une en tête pour indiquer à quelle source de données il faut les transmettre. Il suffit alors d'écrire un petit programme pour transmettre effectivement ces requêtes et récupérer les résultats renvoyés. On transfère ensuite ces résultats à Yurdon pour lever les incohérences, par exemple éliminer les doublons, et présenter les résultats dans un seul et même format, comme si les données provenaient d'une seule et unique source de données virtuelle. Je dis virtuelle parce que à aucun moment on a eu besoin de transférer physiquement les données vers une base tierce qui les centraliserait toutes. L'infrastructure du parc est totalement identique à ce qu'elle était avant l'implémentation d'une solution Yurdon. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Les solutions concurrentes comme Talend mettent souvent en avant une interface graphique avec des composants et des connecteurs. Avec Yurdon, on n'a pas besoin de ce genre d'interface parce que ce sont les descriptions qui servent en quelque sorte de connecteurs. Une fois qu'une source de données est décrite, toutes les données qu'elle contient peuvent être déplacées vers toutes les autres structures de données déjà décrites. Et si l'une de ces structures change, il suffit de modifier les lignes de la description qui correspondent au changement, et aucune autre, pour que Yurdon soit capable de la traiter. Autre exemple d'application. Admettons qu'il y ait un logiciel dans le parc dont vous vouliez vous débarrasser. Par exemple, celui-là. Vous n'en voulez plus. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Par exemple, le logiciel peut être très peu populaire avec les jeunes développeurs, ce qui fait que d'ici 5 ans, vous risquez de perdre la moitié de votre équipe parce qu'ils partent à la retraite. Eh bien, avec Yurdon, vous pouvez organiser votre migration en 3 étapes.
La première étape est de décrire les sources de données de votre vieux logiciel et les sources de données du nouveau logiciel que vous allez utiliser. En deuxième étape, vous allez utiliser une des solutions Yourdon, nommée Yourdon Compare, pour comparer les deux structures de données, celle de l'ancien logiciel et celle du nouveau. Yourdon Compare compare ces deux structures de données et retourne un rapport qui indique quelles sont les données qui ne peuvent pas être transférées vers le nouveau logiciel. À ce moment-là, vous pouvez prendre une décision en fonction de ce que vous renvoie le rapport. Si les données qui ne peuvent pas être transférées sont importantes, par exemple parce qu'elles ont du sens au niveau métier, vous pouvez retravailler les descriptions pour les rendre plus précises et donc permettre à Yourdon de mieux résoudre les ambiguïtés. Soit, si les données problématiques n'ont aucun sens au niveau métier, vous pouvez décider de ne pas les transférer et donc de laisser les descriptions telles qu'elles sont. Troisième étape, vous utilisez Yourdon Transform pour réaliser la migration de données. Vous pouvez choisir de migrer les données au fur et à mesure, processus par processus, ce qui vous permet de valider la migration de façon empirique et d'avoir une mesure de l'avancement des travaux. Et si à un moment donné, pendant la migration, vous tombez sur un processus que vous jugez trop difficile à adapter, Yourdon vous donne la possibilité d'arrêter cette migration pour un coût minimal, parce que la prochaine fois que vous voudrez essayer de remplacer le logiciel que vous n'aimez pas, vous aurez déjà fait la moitié du boulot, puisque vous aurez déjà écrit la description correspondante. Donc, tout ce qu'il vous restera à faire, c'est de décrire les sources de données du nouveau logiciel et du nouveau logiciel uniquement, et de répéter les étapes 2 et 3. Pour résumer, avec Yourdon, je crée une IA qui se décompose en deux parties, des descriptions de structures de données et un interpréteur pour ces descriptions qui se déclinent en plusieurs variantes. Yourdon Compare pour comparer des structures de données et Yourdon Transform pour convertir des structures de données et des interpréteurs spécialisés qui peuvent être développés par les clients. Ici, si j'étais vous, je me poserais peut-être cette question. Mais en quoi est-ce que ce truc-là est une IA? Après tout, une IA, c'est ce qui est plus complexe que de l'affichage de données dans des formats différents. Mais là, convertir des formats de données, je vois pas en quoi c'est plus compliqué que de les afficher dans un formulaire ou un agenda. Eh bien en fait, ici, l'intelligence vient du fait que toutes les déclinaisons de l'interpréteur Yourdon, que ce soit Yourdon Compare, Yourdon Transform ou même les solutions personnalisées qui n'ont pas encore été développées, eh bien toutes ces déclinaisons sont entièrement paramétrées par les descriptions. Ça veut dire qu'une fois que les descriptions sont écrites, toutes les solutions Yourdon sont implémentées, même celles qui n'ont pas encore été développées. Et ça mène entre autres à ce que j'appelle l'ingénierie du changement. Ça veut dire que, quel que soit le logiciel que vous voulez intégrer à votre parc informatique, quel que soit le composant que vous voulez intégrer dans votre processus, vous avez une méthode unique et claire pour réaliser l'intégration. Il vous suffit de décrire les structures de données du nouvel arrivant. Et rien d'autre. Avec Yourdon, en plus des solutions logicielles, je propose aussi un support, notamment pour l'analyse des besoins et des objectifs. Le support inclut aussi une formation de 1 à 3 jours pour apprendre à écrire la description, comme quoi c'est vraiment facile à apprendre. Et pour finir, le support inclut des accompagnements optionnels, par exemple l'aide au paramétrage, c'est-à-dire l'aide à l'écriture des descriptions, puisque souvenez-vous, les solutions Yourdon sont entièrement paramétrées par les descriptions, une aide au développement pour les solutions personnalisées, et aussi une aide à la rédaction du document de suivi de projet. On sait maintenant à quel point c'est important. La conférence de décembre 2022 s'est terminée ici. Il a suivi une phase de questions que je n'ai malheureusement pas enregistrée et que je ne peux donc malheureusement pas vous partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Sur ce, sans transition, au revoir.